Concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle. On parle d'une perversion sadique. L'avocat Thierry Lévy s'était illustré dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Avec lui, l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme » prend tout son sens. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. En 1982, tout le monde se souvient des déclarations ahurissantes de Daniel Cohn-Bendit, qui est actuellement chroniqueur sur Europe 1. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par... Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Ils m'ont fait pipi, si, c'est bon. Pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Que c'est trop violent pour les gens. Les réactions à l'arrestation de Roman Polanski nous offrent un formidable miroir des ambiguïtés de la société française. Le viol d'une fillette, une simple affaire de mœurs, vieille de 30 ans. Le seul scandale, c'est l'arrestation du cinéaste. Pour Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, l'arrestation du cinéaste est épouvantable et dénuée de sens. Un homme qui viole une petite fille, 13 ans, c'est une petite fille, hein. En tout cas c'est mineur, par sodomie, avec drogue et alcool, qui a une affaire avec la justice du pays où il commet ça, et qui fuit. Le fait qu'il soit rattrapé 30 ans après, je veux dire, c'est assez légitime, puisqu'il n'a pas payé à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très irritant que des ministres de l'État puissent dire, même pas grave, pour de rien. Ça c'est compliqué. Ainsi, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, intervient auprès de son homologue aux États-Unis, Hillary Clinton, pour demander ni plus ni moins la libération de Polanski. On en parle avec vous, Martine Moscovici. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Quel est votre avis sur la question? Faut-il un âge minimum? Le gouvernement parle de 13 ans. Moi, je pense qu'il faut un âge minimum, qu'il faut une majorité sexuelle. Et je pense que l'âge de 13 ans, 15, c'est peut-être un peu élevé parce qu'il y a des jeunes filles de 14 ans qui ont des relations sexuelles avec des majeurs de 18 ans. Donc, 13 ans, c'est un bon âge, oui. Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, puisque malheureusement, les affaires de pédophilie semblent éclore ces temps-ci, un peu comme les bourgeons de printemps, je vous invite dans ma cave aux archives à une petite séance de ciné-club citoyen. Nous allons voir ou revoir ensemble Zandvoort, le fichier de la honte, un film que j'ai eu la chance de co-signer avec Serge Garde. L'histoire du plus grand réseau pédophile, jamais découvert et bien entendu, à ce jour, jamais jugé. J'en profite pour vous signaler la sortie en poche de Disparu, si ce genre d'affaires vous intéresse. Maintenant, on regarde. Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. L'avocat Thierry Lévy s'était illustré dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Avec lui, l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme » prend tout son sens. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire
tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. En 1982, tout le monde se souvient des déclarations ahurissantes de Daniel Cohn-Bendit, qui est actuellement chroniqueur sur Europe 1. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Dans le milieu politique, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, avait qualifié la sexualité infantile de continent interdit, ajoutant qu'il appartenait aux découvreurs du XXIe siècle d'en découvrir les rivages. Son successeur Ruth Grenelle, Luc Ferry, avait révélé sur Canal+ l'implication d'un ancien ministre dans une affaire sordide. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. De son côté, Najat Vallaud-Belkacem avait attendu 2015 pour radier 27 enseignants et personnels des écoles liés à des affaires de pédocriminalité. Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle publication de l'épiscopat français, l'Église est bien la seule à tenter de faire amende honorable. Le catholicisme étant la seule religion visée par les médias qui ne relaient jamais de tels crimes dans le judaïsme ou l'islam. On est concret. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle. On parle d'une perversion sadique. L'Humanité, plus Le Figaro, c'est inhabituel. Et ça commence à faire beaucoup. Alors le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. C'est pas habituel. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille, et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. C'est une spécialiste dans le genre, oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça? Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. J'ai pas d'éléments pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que, dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Et certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens, puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire, dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français.
Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20h qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ces propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Oméra Sellier, invite donc le procureur Talek dans une réunion organisée à l'UNESCO. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir les enfants étaient pour la plupart pas français, ce à quoi j'ai répondu « et alors ?» Français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors, ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté. Un procureur de la République, du parquet des mineurs, est capable de dire que des parents ont le droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet. C'est, de mon point de vue, une méconnaissance des lois. Ça pourrait s'appeler proxénétisme. Ça pourrait s'appeler viol. Et ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subissait des choses telles qu'on envoyait dans ce DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Vervlosen avait envoyé, recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre place Vendôme à la chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire « Vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents et que vous vouliez les voir. Or, vous les avez depuis 1 an. Regardez, ce document le prouve. » Et évidemment, à ce moment-là, elle est complètement surprise et elle nie, et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. Son service de presse va venir me contacter le midi. Il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie et nous allons faire une interview tout de suite après, genre il faut que toute la vérité soit dite. Bien sûr que qu'est-ce que vont dire les autorités autres qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public. Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Gerrit Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et même à la Banque mondiale. Et j'apprendrai en lisant des articles dans la presse parisienne, c'est-à-dire que les confrères ont été informés par le parquet que ces carnets d'adresses ne contenaient que des adresses de boulangers, de coiffeurs, enfin des adresses sans intérêt. Sans intérêt pour la justice. Qu'elle nous explique qu'elle n'a pas les moyens de remonter ses pistes, ce serait préoccupant mais crédible. Mais affirmer que ces documents sont sans intérêt confine à la désinformation. Par ailleurs, ce qu'on n'avait pas prévu au ministère, c'est que dès la publication de l'enquête, le téléphone n'arrêtait pas de sonner au standard de l'humanité. Les journalistes ont reçu des centaines de personnes qui souhaitaient venir consulter le fichier. Évidemment, je n'ai pas compté, je ne m'attendais pas à un tel raz-de-marée, mais c'est peut-être 150, 200 personnes qui sont venues
au journal pour voir le fichier parce qu'ils avaient des craintes, parce que il y en a qui sont venus des États-Unis, de Floride. Brusquement, on voyait à quel point il y avait une réelle inquiétude et que ça concernait énormément de monde. Donc à la fois, on espérait des reconnaissances et en même temps, on les redoutait parce que faut mesurer ce que c'est quand vous avez des parents, une mère qui brusquement met son doigt sur une photo en disant « c'est mon fils ». Voilà. Et c'est arrivé. C'est arrivé une première fois, et puis ensuite une deuxième fois, et puis après, c'était... Toutes les personnes qui demandent à voir le fichier de Zandvoort sont inquiètes à propos d'enfants soit disparus, soit présumés victimes de violences sexuelles. Plusieurs dossiers judiciaires sont ouverts. Toutes ces personnes sont en quête de vérité, comme ce pédiatre. Un troublant témoignage. Le docteur Spitz est pédiatre. Il consulte le fichier, reconnaît 2 enfants venus dans son cabinet, se plaignant d'abus sexuels, des témoignages que les juges n'ont pas pris au sérieux. Vous savez, dans la vie, on peut toujours se tromper. Mais là, trop, c'est trop. Parce que l'enfant m'a dit quand même, il y a plus d'1 an. Et il y a des messieurs qui prennent des photos. Et ils dessinent des caméras sur ces dessins. C'est un hasard, c'est bizarre quand même. Et on le retrouve en photo. Alors que fait la justice ? La consultation du fichier est finalement autorisée dans les gendarmeries. Oh, pas pour longtemps. Quelques semaines seulement. Et les reconnaissances se multiplient. Plusieurs familles françaises disent reconnaître leur enfant sur le fichier. On a des informations judiciaires en cours et ces photos pourraient aider ces enquêtes. Au lieu de donner ces photos, ces documents à des fins d'enquête, aux enquêteurs, aux magistrats instructeurs, enfin à tous ces gens qui sont déjà en train de travailler sur ces dossiers, on ne leur donne pas. On ouvre une information judiciaire à part. Toutes les enquêtes particulières déjà ouvertes sont noyées dans le dossier Zandvoort qui devient hypertrophié. Au total, 81 mineurs sont reconnus par des proches. Un tournant dans l'enquête, mais direction l'impasse. Qu'elles soient effectuées devant les journalistes ou devant les gendarmes, toutes les reconnaissances sont qualifiées d'erreurs. Pas une mère, pas un médecin, pas un travailleur social ne sera cru. Tous se trompent. Des erreurs, ça reste à démontrer. On dit à la mère, ça peut pas être votre enfant, parce que cet enfant-là, c'est un enfant qui a été identifié en Hollande, qui s'appelle Björn Niekamp. Le problème, c'est que moi, après, je pars en Hollande, donc, et la personne que j'ai rencontrée était une des personnes qui dirigeait ce pôle d'enquête. Donc, il connaissait très bien le dossier. Et il savait, et il me dit, dans les documents de Zandvoort, il n'y avait pas de photo de Björn Niekamp. Donc quand on disait à la mère de l'enfant français, ça ne peut pas être votre enfant parce que c'est une photo d'un autre enfant qu'on connaît déjà, ce n'était pas vrai. C'est une concentration incroyable de sosie. Voilà ce que la justice a voulu faire passer dans l'opinion publique. Tout le monde se trompe, sauf la juge d'instruction qui dit « ce sont des sosies ». L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir deux clans dans ce pays. Ceux qui vont croire au réseau, qu'on va appeler les comploteurs, et puis ceux qui n'y croient pas. Et on les appelle les croyants et les non-croyants. En Belgique, après 1996, qu'on se le dise, il n'y a plus de réseau. Et c'est malheureusement dans cette période que Marcel Vervlossen révèle l'existence du CD-ROM de Zandvoort. Le plus mauvais moment au mauvais endroit. Le dossier Zandvoort est enterré en Belgique, mais voilà qu'il réapparaît en France. Comment expliquer une telle absence de réaction face à une criminalité aussi grave ? La présidente d'Innocence en danger ne peut se satisfaire de la situation. Elle retourne voir le procureur Yvon Talek. La seule réponse que j'ai eue, c'était que je devais cesser de m'acharner sur Zandvoort. Je m'acharnais pas du tout, je voulais juste comprendre, parce qu'il y avait des gosses derrière.
que je devais cesser cet acharnement parce que ce dossier ne se rouvrirait jamais. L'enterrement du CD-ROM de Zandvoort passe mal. Entre deux enquêtes en Afrique du Sud et en Amérique latine, un rapporteur spécial de l'ONU fait escale à Paris. J'ai appris qu'il y avait en France du trafic et de la prostitution touchant les enfants et que cela constituait un problème inquiétant. Il y a eu aussi des plaintes et des dénonciations précises de mères qui se disent poursuivies par des groupes pouvant être assimilés à des mafias ou à des loges organisant la pornographie infantile. Dans son rapport, Juan Miguel Petit pointe des questions préoccupantes. Le refus d'envisager l'existence de réseaux. La brigade des mineurs a émis des doutes quant à l'existence de réseaux pornographiques impliquant des enfants. On doute donc, tout en reconnaissant les protections dont bénéficient certaines personnes impliquées dans ces activités. Le rapport relève également de nombreux dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des dossiers de violences sexuelles sur des mineurs et préconise la création d'un organisme indépendant pour lever les blocages. Cette proposition urgente, selon l'ONU, n'a jamais connu le moindre début d'application. À la direction centrale de la police judiciaire, on ne partage pas l'inquiétude du rapporteur de l'ONU. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, de tout ce qu'on veut. Mais le fait est qu'il y en a peut-être, en tout cas on ne les a jamais démantelés en France. Jamais démantelés en France. Le commissaire a la mémoire courte. Dans l'émotion soulevée par l'affaire Dutroux, 3 réseaux français ont été démantelés en quelques mois. Toro Bravo, réseau franco-colombien découvert en 96, 67 personnes impliquées. L'opération Achille en 97, qui permet 48 interpellations. Et le vaste coup de filet Ado 71, lancé dans toute la France à partir de la Saône-et-Loire, qui aboutit à 209 mises en examen. Puis, l'affaire Dutroux étant recadrée en Belgique, brusquement, plus aucun réseau en France. Tout dépend ce qu'on entend par réseau pédophile, c'est une question de définition. Un réseau criminel, en matière de stupéfiants, ça n'a pas le même sens, à mon avis en tout cas, qu'un réseau d'internautes pédophiles. Ce qu'on rencontre, nous, sur la toile, ce sont des internautes qui vont se connaître par le biais du net. Alors, il peut y en avoir un à Lille, un à Marseille, un à Paris, un à Strasbourg, qui ne se connaissent pas autrement que par le net, et qui vont trouver des points d'intérêt communs, qui est donc leur déviance pédophile, s'échanger des images. On en est là, dans ces réseaux français, entre guillemets, qui vont déborder aussi largement les frontières de l'Hexagone. En termes de production, nous n'avons pas actuellement, en dehors de quelques sites que je qualifierais d'artisanaux, nous n'avons pas en France de réseaux criminels qui vont enlever des enfants, les soumettre à des abus sexuels, filmer ou photographier et ensuite diffuser ça sur Internet. On n'en a pas en France, on n'en a pas dans la plupart des autres pays européens, excepté tous les pays de l'ancien bloc de l'Est. En résumé, les réseaux pédocriminels n'existent pas, puisqu'ils ne ressemblent pas au réseau de Cosa Nostra. Mais qui a prétendu que les réseaux pédocriminels devaient ressembler aux réseaux mafieux classiques? Finalement, on ne risque pas de trouver ce qu'on ne cherche pas. Et pourquoi chercherait-on ce qui n'existe pas, puisque c'est un fantasme? Ce qui est frappant, c'est que de l'aveu même de la police, c'est qu'il n'existe en France aucun chiffre, aucune étude concernant la pédocriminalité. En France, il n'y a pas d'étude qui ait pu être établie sur les bénéfices illégaux, illicites, tirés par les producteurs d'images qui mettent ça en ligne. Les seuls chiffres qu'on a sont des chiffres américains qui évaluent ces bénéfices criminels à plusieurs milliards de dollars. En 2003, l'affaire du CD-ROM de Zandvoort est donc définitivement enterrée. Et en 2004 s'ouvre, au palais de justice, le procès de Marc Dutroux, après 8 années d'instruction. Quel sort la justice belge va-t-elle réserver à son ennemi public numéro 1? Suspense. Enfin, suspense cousu de fil blanc. Marc Dutroux, pourquoi vous ne donnez pas les noms du prétendu réseau? Parce que je ne les connais pas. Après 8 années d'une enquête mouvementée, qui a débuté sur l'hypothèse d'un réseau, le dossier a été réorienté après le dessaisissement du juge Conrott. Le procès va-t-il faire émerger la vérité? Dutroux
Pourvoyeur d'un réseau ou psychopathe solitaire? C'est l'enjeu des 5 semaines du procès. J'ai même vécu cette dichotomie journaliste croyant-non croyant au sein de ma propre chaîne. La personne qui faisait les éditos, les comptes rendus du procès, a commencé très fort la première journée en disant et de sources proches de l'enquête, on se rend bien compte que la thèse du réseau ne tient pas. Et moi, j'étais en train d'aller interviewer les parents de Julie et Mélissa qui refusaient cette parodie de justice. Les parents des victimes de Dutroux déplorent que la thèse du réseau soit écartée. Quand on était encore à l'époque de la disparition des enfants et qu'on ne savait absolument rien, nous, on était simplement des parents qui avaient porté plainte contre X. On a le sentiment d'être toujours des parents contre X. Si ce n'est que la séquestration des enfants, on est certain qu'elle s'est produite chez Dutroux. C'est Marc Dutroux qui a mis le feu aux poudres. L'enlèvement de Sabine, dit-il, c'était à l'origine pour le réseau. La thèse du réseau, c'est Dutroux qui l'a avancée, sans toutefois le dénoncer. Pour son ancien avocat, Maître Magnier, il est pourtant difficile de ne pas y croire. S'il y a un réseau pour des voitures volées, s'il y a un réseau pour de la drogue, s'il y a un réseau pour la prostitution, pourquoi n'y aurait-il pas un réseau aussi pour les enfants ou les très jeunes filles? La clé du procès, c'est lui, Michel Nihoul, l'organisateur des parties fines de la bonne société belge. Michel Nihoul peut être le lien entre Dutroux et le réseau. Mais Nihoul, qui ne cache pas ses hautes relations, arrive libre au procès. Visiblement pas du tout inquiet sur son sort. Il se dit victime des apparences. Je corresponds parce qu'il faut reconnaître que j'ai été partouzeur pendant quelques années, dans les années 85 à 89. Je corresponds parce que je suis un homme d'affaires, je corresponds parce que je connais des gens haut placés. Aucune de ces personnalités haut placées ne viendra témoigner au procès. Michel Nihoul est reconnu coupable d'être le chef d'une association de malfaiteurs active dans le trafic de drogue et d'êtres humains. En revanche, il a été acquitté pour les enlèvements d'enfants. Le kidnapping d'enfants, la séquestration d'enfants, le viol d'enfants et l'assassinat d'enfants, c'est à mon avis les accusations les plus lourdes que peut supporter un être humain. Et de cela, il est définitivement lavé. Les réseaux, ça n'existe plus. La vérité judiciaire est intervenue. Libéré en 2006, Nihoul va rester tristement célèbre. Si un jour je suis lâché, il y a une chance sur 2 qu'on me flinguera. De Dutroux, on a fait un monstre. De moi, on m'a présenté comme le diable. Trop de questions sont restées en suspens. Pourquoi fréquentait-il Dutroux? La drogue a-t-elle servi au paiement de l'enlèvement des victimes de Dutroux? La vérité judiciaire correspond-elle à la vérité des faits? Mais moi, je suis déçu comme il a quitté, je suis déçu. Moi pas, j'ai dit yes. Dutroux prend le maximum, la Belgique d'en haut respire. Un tout petit peu. Bien sûr, je ne peux pas être satisfaite de la condamnation d'un Dutroux solitaire. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être satisfaite de l'enquête qui permet cette condamnation. Cette enquête, elle n'a pas été sérieusement menée. Difficile également d'être satisfait avec ce qui s'est passé dans l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Le dossier est totalement enterré. Quant à l'homme par qui le scandale est arrivé, Marcel Vervlozen, il est en train de mourir à petit feu derrière moi dans cette prison lugubre. Alors qu'il a dénoncé plusieurs réseaux et permis l'arrestation de pédocriminels, à l'âge de 55 ans, c'est lui, Marcel Vervlozen, qui se retrouve condamné à 3 ans et demi de prison par la Cour d'appel d'Anvers en février 2008 pour des viols d'enfants et, ironie de l'histoire, détention d'images pornographiques. Souffrant de diabète et d'un cancer avancé, l'état de santé de Marcel est plus qu'alarmant. La justice belge lui interdit tout contact avec la presse. Mais il peut passer quelques coups de fil à son association. Nous avons la chance d'être là au moment d'un de ses appels depuis sa prison. Allô Marcel, bonjour. Tu penses que tu payes ton combat sur le dossier Zandvoort? C'est à cause de Zandvoort que tu as tous ces ennuis? Oui, c'est le dossier Zandvoort. La justice belge a peur, n'est pas investiguée, n'est pas les tracer les abuseurs, etc., etc., etc. Et c'est représailles moi. Là, ce soir, au moment où nous parlons, est-ce que ta vie est en danger? Moi, c'est 5 opérations ici.
Et mon cœur, c'est cancre, c'est leucémie, les nids, etc., etc., etc. Et voilà, c'est fini. C'est fini ici. Le ministre de la Justice belge a refusé de répondre à nos questions. Il a refusé de libérer pour raison médicale Marcel. Un point qu'il est important de rappeler, Marcel n'a jamais avoué les crimes qu'on lui reproche. Il a toujours clamé son innocence. Il a eu des accusations assez absurdes. Par exemple, une des personnes l'a accusé de l'avoir violé le jour de son anniversaire de ses 15 ans. Or, cette semaine-là, Marcel a pu produire, parmi les pièces de sa défense, un certificat médical selon lequel il sortait de l'hôpital en chaise roulante avec une jambe qui venait d'être réparée, qui était pleine de broches. Où il y a un inversement des rôles, où les témoins sont accusés des crimes qu'ils reprochent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un menteur ou que tout a été inventé, ou alors qu'il est tombé dans un piège? Marcel Vervlozen a été condamné pour plusieurs viols de mineurs. Si les faits sont avérés, les 3 ans de prison sont insuffisants. En dessous de 3 ans de prison, il n'y a pas de prison effective. Il n'y a pas de prison ferme. Il y a une peine de substitution. Donc, il s'agissait bien de mettre Marcel Vervlozen en prison pour l'éliminer. Donc tu penses que Marcel a été condamné parce qu'il dérangeait? C'est ma conviction. Et cette conviction, je la base sur un document. C'est une lettre que l'un de ses accusateurs a signée avec le tampon du bourgmestre, où il reconnaît avoir porté des fausses accusations et d'avoir été payé pour accuser Marcel Vervlozen. On essaie de le faire passer pour un pédophile? Ah bon? Marcel Vervlozen aurait accumulé autant d'images pédophiles qu'il a essayé de remettre aux polices du monde entier pour son plaisir personnel. Dites donc, il est sacrément habile, cet homme-là, si c'est un perverse. Marcel Vervlozen, c'est un emmerdeur. Il a révélé, en pleine affaire du trou, des choses qu'il n'était plus possible de voir ou de montrer. Et il le paye. On l'a dit, c'est un emmerdeur, Marcel. Lorsqu'il révèle au grand public l'existence du CD-ROM en 98, de nombreuses informations lui parviennent du monde entier. Il en transmet certaines à plusieurs autorités européennes, dont la France. Ces informations pouvaient nourrir plusieurs dossiers d'instruction en cours. Mais le dossier Zandvoort est classé sans suite. Cette inertie va peser sur certaines célèbres affaires de pédocriminalité en France. En 2005, un méga procès débouche sur 62 condamnations à Angers. Zandvoort ne sera pas évoqué. Dommage. 5 enfants identifiés sur le fichier étaient de la région. Rappelez-vous aussi l'affaire des 7 jeunes filles disparues dans l'Yonne. 7 jeunes filles confiées à la DAS. Et l'enquête, enterrée pendant 20 ans, malgré l'acharnement du gendarme Jambert, cruellement isolée. Comment expliquer que 2 des disparus aient pu être reconnus sur le fichier de Zandvoort? On a eu d'abord Liliane Renaud qui a reconnu sa sœur. Liliane est une jeune femme très fragile, très touchée par l'histoire, mais elle a eu d'une certaine manière un flash, reconnu sa sœur de profil. Et puis ensuite, Francine Lemoine a reconnu sa mère. Elle était toute petite quand sa mère a disparu. Et une autre personne de la famille Lemoine a reconnu également la mère de Francine Lemoine. Donc ça faisait beaucoup de reconnaissance, d'une certaine manière, comme si ces jeunes femmes qui avaient disparu il y a longtemps renaissaient au travers de ces photos avec une sorte d'espoir. Puisqu'elles étaient dans un fichier, puisqu'elles étaient dans un CD-ROM quelque part, on pouvait espérer qu'on pourrait les retrouver. La comparaison entre les photos des disparus de Lyon et celle du fichier de Zandvoort est troublante, surtout celle de Bernadette. Les gendarmes ont dit qu'il s'agissait plutôt de garçons que de filles, et donc il y avait eu très certainement une erreur d'identification des familles.
Encore une fois, comme toujours, l'enquête est orientée vers un seul suspect, Émile Louis, un chauffeur de car qui connaissait les victimes. Émile Louis avoue, puis se rétracte. Mais un faisceau d'indices l'accable. Si les photos des 2 disparus apparaissent sur le fichier de la police hollandaise, la thèse du pervers solitaire est sacrément fragilisée. La piste de Zandvoort, écartée. Prédateur solitaire. Émile Louis est jugé et définitivement condamné. Comme Dutroux. Dommage qu'on n'ait pas posé la question. Si Émile Louis n'a jamais été un accro de l'Internet, comment expliquer que 2 des disparus se retrouvent identifiés sur le CD-ROM de Zandvoort? Que ce soit en France ou en Belgique, on constate dans ce type de dossier toujours les mêmes refus d'enquêter, toujours les mêmes blocages, des lenteurs et finalement le même type de dysfonctionnement. C'est quand même curieux. Que reste-t-il finalement de l'enquête de Zandvoort? Un non-lieu global, des parents qui se sont tous trompés en reconnaissant leurs gamins et une concentration extraordinaire de sosies. Finalement, dans cette affaire, le seul condamné, ça sera Marcel Vervloesem. Un bilan qui ne permet pas d'être vraiment satisfait de la justice et qui peut même, on comprend, susciter beaucoup de colère. Parce que dans ce dossier Zandvoort, comme dans d'autres, les grands oubliés, ce sont toujours les petites victimes, les enfants. Quand on regarde les milliers d'images du CD-ROM, on se surprend à penser que le phénomène pédocriminel est profondément sous-estimé, alors qu'il pose, et il faut le dire, un véritable problème de santé publique. En fait, depuis quand se préoccupe-t-on de l'état des enfants? Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes, avoir subi des tortures et torturé elle-même. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Et donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils, ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés? Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel? Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Véronique nous a conduits devant l'un des nombreux lieux où se passaient, selon elle, le 21 de chaque mois, des cérémonies sataniques. Alors c'est ici que je suis venue plusieurs fois. Notamment, je me rappelle bien d'une fois en 94, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Voilà. Et là, il y a eu viol, on devait être 5 ou 6 enfants. C'était pas une très très grosse réunion. Là, il y avait beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà. Et vous-même, vous avez subi... Oui, j'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là cette fois-ci.
c'est 15 ans. Et puis, je crois que dans certains pays européens, il y a une majorité sexuelle à 13 ans. Ce qui paraît logique. 13 ans, c'est un bon âge. Et c'est quoi la différence entre la majorité sexuelle et cet âge légal de consentement? Ça va être une majorité, ça va être un genre de majorité sexuelle aussi. Mais il n'y a pas de majorité sexuelle en France? Il n'y a pas. Selon la loi de majorité sexuelle, c'est en fait une majorité sexuelle en creux par rapport à des textes où on dit que les mineurs de 15 ans, mais on ne dit pas que c'est une majorité sexuelle. Donc, en creux, le texte de loi dit qu'il y a une majorité sexuelle à 15 ans. Mais là, ce sera en fait une majorité sexuelle à 13 ans. 3 façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. Qui nous relie au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. La façade méditerranéenne. Foyer des civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Les Pyrénées, qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France vers cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. La frontière des Alpes, vers l'Italie, notre sœur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale. Nos Alpes qui nous ouvrent vers l'Italie, notre sœur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. Ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome. C'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire qu'elle doit et peut redevenir.